Donc, bonjour à tous. Pendant que les intervenants s'installent, je me présente rapidement. Donc, Nicolas Bousselin. Je travaille à la région Auvergne-Rhône-Alpes, à la direction de l'environnement et de l'écologie positive. Je vais juste introduire la table et je vais vous passer la parole. Je me permettrai juste de faire le tour de table moi-même pour gagner un peu de temps, puisque je vois qu'on est un petit peu juste. Je voulais juste dire donc la séquence qui va arriver à la table ronde va s'organiser autour de 4 séquences. Une première où nos intervenants vont présenter un petit peu leur collectivité et comment ils ont amorcé la démarche d'économie circulaire au sein de leur collectivité. Ensuite, l'économie circulaire, ça nécessite de la transversalité. Donc du coup, ils nous expliqueront comment ils ont réussi à mettre en place une démarche transversale au sein de leur collectivité. L'économie circulaire, comme beaucoup de domaines, ne peut pas être fructueuse s'il n'y a pas une mobilisation des élus. Du coup, vous nous expliquerez comment vous avez mobilisé les élus. Et puis, nous aurons 10 minutes dans l'intervention, potentiellement pour des questions-réponses avec la salle. Donc, on vous laissera intervenir si vous souhaitez poser vos questions. Alors, j'ai aussi un rôle qui est ingrat, mais qui est nécessaire, c'est mettre du temps. Je suis désolé. Donc, je vais devoir vous demander, effectivement, de tenir des interventions dans un timing assez de 3 minutes par moment. Et je me permets de vous présenter, donc, dans l'ordre où vous êtes assis, Madame Caroline Valuy, donc, du cabinet Colibri, bienvenue. Madame Benvise de Chambéry Agglomération, Grand Chambéry Agglomération, pardon, élue. Alors, juste me permettre vos fonctions précisément. Vice-présidente. Merci. Vice-présidente, oui. Je me permets. Monsieur Cousin, donc, vous êtes conseiller délégué aux énergies renouvelables et à l'économie circulaire à Valence Agglomération. Vous êtes... C'est ça ? Valence Roman Agglomération, excusez-moi. VRD. Alors, VRA. Madame Nolwenn Daridor, vous êtes effectivement chef de projet PADDT, économie circulaire à l'agglomération Valence-Roman Agglomération. Et monsieur Pierrick du Cimetière, vous venez du pôle métropolitain. Vous y êtes vice-président à l'économie et à l'attractivité. Donc, je vais vous demander de présenter rapidement. Donc, je vais commencer par Grand Chambéry Agglomération. Donc, il y a quelques diapos pour la première partie, la première séquence, si vous voulez. Donc, présentez-nous rapidement votre collectivité et comment vous avez engagé la démarche économie circulaire. Merci. Donc, Grand Chambéry est une communauté d'agglomération de 140 000 habitants, un territoire assez mixte puisqu'on a de l'urbain dense au niveau de la cluse de Chambéry et puis des communes très rurales, touristiques, plutôt du côté des Bauges. Bon, voilà, rapidement. Un territoire qui est engagé dans la démarche d'économie circulaire depuis plus de 10 ans. Avec notamment un temps fort autour de l'engagement dans la labellisation territoire zéro déchet, zéro gaspillage. Donc c'était un engagement avec 4 collectivités, donc avec Grand Lac, Grand Annecy et la communauté de communes de Rumilly, qui nous a permis de mettre en place un certain nombre d'actions autour de la réduction des déchets et surtout d'aboutir à le premier salon Solucir, donc salon des solutions de l'économie circulaire, qui regroupait les acteurs du territoire engagés dans les démarches d'économie circulaire et qui a permis de faire se croiser à la fois des acteurs économiques, mais aussi les collectivités, les élus, les habitants. Donc la première édition, c'était 500 personnes, et puis vient d'avoir lieu la deuxième édition, on était 2000 personnes. Voilà, salon qui couvre Savoie, Haute-Savoie, et qui a abouti aussi à l'association Solucir, qui est vraiment sur notre territoire un facilitateur sur cette démarche d'économie circulaire. Et donc voilà, territoire engagé ensuite dans un contrat d'économie circulaire et puis dans le référentiel économie circulaire avec l'obtention de notre première étoile l'année dernière et on espère décrocher les 3 étoiles cette année. Et donc un certain nombre d'actions qui ont été portées grâce à cet engagement, notamment la création d'une matériothèque sur le territoire et puis voilà, d'autres actions, mais je crois que le temps est très limité, j'y reviendrai peut-être après. Très rapidement sur l'aspect transversalité, c'est l'implication des différentes directions de l'agglomération. Donc déjà, la démarche économie circulaire, elle est copilotée. On est 2 vice-présidents, donc il y a le vice-président à l'économie et moi-même en charge de la gestion des déchets. Et puis, on a un certain nombre de groupes projets, de copiles très transversaux pour
embarquer la direction de l'urbanisme, la commande publique, la direction de l'énergie, des bâtiments, voilà, d'essayer de sortir vraiment d'une vision portée par la gestion des déchets, mais d'être assez large. Voilà. Et pour terminer, on a vraiment la chance d'avoir un territoire avec de nombreux acteurs engagés sur la question de l'économie circulaire. On fait souvent cet exercice quand on intervient auprès des habitants ou des élus, de présenter sur tous les piliers de l'économie circulaire un certain nombre d'acteurs locaux qui sont dans ces piliers. Et du coup, c'est très concret. Ça aide beaucoup à sensibiliser, à faire comprendre ce qu'est l'économie circulaire, puisqu'on a sur notre territoire des acteurs qui illustrent parfaitement les différentes étapes de l'économie circulaire. Voilà, je crois que Merci. Très bien. Merci. On continue avec Valence Agglomération. Alors, Valence Roman Agglo, c'est la population de presque la moitié du département de la Drôme. Nous sommes 54 communes, 220 000 habitants. Entre le Rhône et le Vercors, donc entre 80 mètres d'altitude et à peu près 1200 mètres d'altitude. 2 pôles urbains, Valence et Romans, mais aussi une vingtaine de communes dans l'agglo qui ont moins de 1000 habitants et une dizaine qui ont moins de 500 habitants. Donc un territoire à la fois très urbanisé et très rural. Par rapport à l'économie circulaire, il y a une volonté politique très forte de la part des élus et des directions de la mettre en œuvre, parce que ça répond aux axes de notre projet de territoire et à notre engagement dans le plan climat-air-énergie. Une démarche interservice a été mise en place et on a une grande ambition, c'est d'être une collectivité exemplaire. On va chercher notre 2e étoile là dans quelques mois. Et puis de créer une animation très forte qui embarque les communes avec l'agglo elle-même. La mobilisation des agences est faite sur environ 150 actions. Alors il y a des thèmes sur lesquels on est relativement bon, où les projets sont bien engagés, par exemple sur la consommation responsable, l'approvisionnement durable. En revanche, sur l'économie, sur l'éco-conception, l'EIT, l'allongement de la durée de vie, on a encore beaucoup à faire, mais on y travaille. On y travaille. Les acteurs économiques sont mobilisés. En interne agglo, tout le monde est mobilisé. Le grand public et les associations le sont. On a un petit peu plus de mal. Donc en infra, à embarquer les communes, quoique depuis quelques mois, un gros travail a été fait sur ce thème. Alors voilà de manière linéaire comment nous avons procédé. Donc il y a eu l'engagement politique au départ, avec le vote en conseil communautaire de notre démarche, des rencontres qui ont été faites avec les communes, avec certaines activités, des visites de sites, avec les référents communaux dont on parlera un petit peu plus loin dans quelques minutes. Et donc nous en sommes au niveau de la demande de labellisation. Je vais passer la parole à Monsieur du Cimetière pour le pôle métropolitain genevois. Merci, je peux vous prendre. Non, c'est bon. Bonjour à tous. Alors Pierre du Cimetière, effectivement, vice-président à l'économie et à l'attractivité du pôle métropolitain du Genevois français. Et contrairement à mes collègues qui se sont présentés jusque-là, le pôle métropolitain n'est ni une communauté de communes ni une communauté d'agglomération, mais bien un groupement qui regroupe justement communautés de communes et d'agglomération. Donc 8 communautés de communes ou d'agglos qui font toute partie de l'arc frontalier avec Genève et qui s'inscrivent, elles, dans un GLCT du Grand Genève qui regroupe donc notre pôle, mais aussi le canton de Genève et le canton de Vaud. Cette agglomération, c'est 1500 km² qui sont répartis en plus de ça sur 2 départements, la Haute-Savoie et l'Ain, ce qui multiplie aussi les complexités et les acteurs auxquels on peut être confronté. 425 000 habitants, 23 000 entreprises sur le territoire, 200 000 emplois de part et d'autre de la frontière répartis à environ 2 tiers du côté français et 1 tiers du côté suisse, et le GLCT Grand Genève dont j'ai parlé. Ce territoire, donc, il est transfrontalier, ce qui génère effectivement beaucoup de dynamique économique sur le territoire, mais aussi des disparités sociales
et environnementales qui sont à prendre en compte, surtout un contexte démographique grandissant, 6500 habitants de plus par an sur le territoire, ce qui fait peu ou prou 4500 logements à construire par an sur le territoire de ces 8 agglomérations. Et quand on dit 15 véhicules de plus par jour sur le Genevois français, 15 véhicules par jour, ça paraît pas impressionnant. Quand on le rapporte à l'année, on est au-dessus des 5000 véhicules supplémentaires tous les ans. Donc vous imaginez bien les problèmes d'aménagement du territoire et de mobilité qui nous accompagnent. Toutes ces thématiques ont fait évidemment prendre conscience aux élus que nous sommes de l'urgence climatique et de la nécessité d'instaurer une résilience territoriale sur tous les sujets, dont celui de l'économie que je représente aujourd'hui, avec notamment l'économie circulaire, en notant que justement cette prise de conscience de l'urgence a conduit à ce que le fil rouge de la politique 2020-2026 et du pôle métropolitain et du Grand Genève, c'est la transition écologique que nous portons à la fois sur le territoire franco-français de nos 8 EPCI et sur le territoire franco-suisse à l'intérieur du Grand Genève. L'enjeu, c'est évidemment d'accompagner et les citoyens et les entreprises sur ces questions-là, sur les compétences qui sont celles du pôle, l'aménagement du territoire et la maîtrise foncière, la mobilité qui doit devenir durable, la transition écologique et énergétique au sens large, et puis sur la question économique, le dynamisme économique dont on a parlé fait que c'est une zone forte des questions d'émissions de CO2 notamment, et puis un enjeu fort de la transition écologique et énergétique, donc de déployer des politiques sur cette question-là. Et enfin, sur la façon dont on a abordé les choses, donc 2 études pour définir les problématiques, besoins et opportunités à l'échelle de notre territoire. Une première étude, économie circulaire à l'échelle du Grand Genève, transfrontalière, donc menée avec nos voisins et amis suisses. Et puis une autre étude en cours de finalisation pour redéfinir la stratégie du développement économique du PMGF, avec la volonté de mettre en avant ces questions, notamment de l'économie circulaire et aussi de l'ESS dans le même temps. C'est des politiques publiques volontaristes avec un pacte transition écologique porté à l'échelle, là encore, du Grand Genève et qui traite toutes les questions politiques dont j'ai parlé. Et puis, je le disais déjà, mais la transition écologique comme fil rouge du mandat 2020-2026. Sur la partie gouvernance, je me permettrai d'y revenir tout à l'heure. Merci. Du coup, maintenant, on va rentrer dans une séquence numéro 2. Donc, je vais vous demander à chacun d'entre vous, globalement, comment on parle de transversalité, on en a beaucoup parlé. Alors oui, on va y venir après, si on peut voir la diapo d'après. Merci. Ah non, excusez-moi. Ok, oui. Le reste fera sans slide, mais c'est mieux. Donc, je vais revenir vers... alors, je vais entamer peut-être la discussion, puisqu'on avait le pôle métropolitain genevois, si vous pouvez continuer en 3 petites minutes, sur... donc, au fond, vous avez une particularité territoriale sur laquelle je réinsiste, c'est que vous n'êtes pas un EPCI, vous êtes une structure supra-EPCI, c'est les EPCI qu'on a compétence, c'est pas la structure justement. Et au fond, comment vous avez comment s'est exprimée la transversalité sur votre territoire et comment vous avez mobilisé les agents des différentes collectivités en fait. C'est pas juste de l'EPCI. Comme vous l'avez dit, la compétence des chaînes n'appartient pas au pôle métropolitain. On s'appuie sur 2 autres compétences dont nous disposons au moins partiellement, en tout cas la transition écologique et le développement économique pour intégrer la question de l'économie circulaire et d'identifier les rôles de chacun. Du coup, la partie sur la gouvernance partagée, pour illustrer cette transversalité, on est 2 coprésidents sur la stratégie ECI, donc moi-même sur le développement économique et l'attractivité, et mon collègue Sébastien Javoc, qui est vice-président en charge de la transition écologique et de la qualité de l'air, que j'excuse au passage. Puis cette transversalité, elle s'exprime par un comité de pilotage assez large, mais qui nous paraissait structurant, avec 26 vice-présidents issus des 8 EPCI membres. Et ces vice-présidents, donc, sur les questions de transition écologique, de développement économique et de valorisation et de gestion des déchets. Et puis, le pendant technique administratif de ces vice-présidents, avec les agents de chaque collectivité impliqués sur les sujets qui nous accompagnent sur ces questions. La structure de supra-EPCI que nous représentons nous oblige nécessairement à travailler cette transversalité, puisque sans la compétence, pour déployer des actions sur le territoire, on est nécessairement obligé de partager les constats avant de mettre en œuvre des actions qui peuvent être collectives. Et la transversalité, elle est d'autant plus nécessaire que sans ça, les actions ne se mettent pas en place à l'échelle du pôle métropolitain. Alors ça peut prendre différentes formes, des forums transfrontaliers, des séminaires politiques, des sessions d'information autour de tables rondes comme celle-là à l'échelle du pôle. Et puis sur l'élaboration aussi au niveau du Grand Genève d'une feuille de route économie circulaire qui devra aboutir d'ici la fin du premier semestre. Et en une petite minute, au fond, le référentiel, il vous a servi comment ?
dans cette phase? Le référentiel il est en cours d'élaboration. On a des équipes techniques dont le temps est assez limité pour l'instant, mais qui travaillent dessus. Surtout, le référentiel nous a permis de structurer la façon dont on devait faire aboutir dans les territoires les actions de l'économie circulaire, en nous donnant finalement une feuille de route sur quoi est-ce qu'on peut s'appuyer pour faire imprégner dans les territoires directement la question de l'économie circulaire. Finalement, c'est l'autre structure de base du travail qu'on déploie au quotidien et sur lequel on peut s'appuyer pour aller expliquer aux élus et aux techniciens du territoire quelles sont les orientations politiques et techniques qu'on doit donner. Merci. Alors du coup, je vais poser la question maintenant à Valence Romand Agglomération. Donc vous êtes un EPCI, vous avez la compétence. La transversalité, c'est au sein notamment de l'EPCI, c'est installé aujourd'hui. Mais au fond, avec quelles actions clés vous avez mises en place pour embarquer les agents de la collectivité? Et qu'est-ce qui a pu favoriser un petit peu cet embarquement, justement? En fait, l'adhésion des différents services, ça s'est fait progressivement. D'abord, il y a eu la volonté de la direction générale que la démarche économie circulaire soit présentée à l'ensemble des directeurs et responsables de Valence Romand Agglo. Donc, une présentation du label et de la démarche qui a été engagée. Ensuite, il y a un diagnostic interne qui a permis de rencontrer l'ensemble des services de Valence Romand Agglo, qui était vraiment pour identifier ce qui était mis en place. Et il s'est avéré qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient mises déjà en place dans les services. Personne ne communiquait dessus, mais les agents étaient très fiers, en fait, et avaient vraiment une volonté de généraliser. Donc, très bien reçu dans les différents services, et on avait la volonté, à chaque fois, quand on faisait ce diagnostic, de voir quelles étaient les pistes d'action. Et là, un programme d'action très riche qui en est sorti et qui alimente notre stratégie finale. En fait, il y a eu cette étape au pas par pas, mais en même temps où on était dans l'information générale, en fait. On a eu une construction collective du programme d'action quand il a fallu définir les actions vers les communes ou vers les acteurs économiques, et toutes les restitutions se faisaient à l'ensemble de ses membres, sachant que la démarche transversale est pilotée au niveau technicien par un COTEC qui réunit 5 directions différentes, en fait. Et dans ces échanges interservices, le rôle du référentiel, pareil, est-ce que ça a été un élément complémentaire, pas nécessaire Si, en fait, le référentiel, peut-être qu'on aurait loupé la cible commune en infra, par exemple, ou des choses comme ça. C'est vraiment un cadre de travail, une méthodologie qui nous permet de suivre et qui va nous permettre d'évoluer aussi, parce qu'on ne remplit pas forcément toutes les cases, mais on voit vers quelles actions il faut qu'on se dirige pour pouvoir s'améliorer, en fait. Donc une matrice de réflexion qui permet de compléter la réflexion, en fait. Exactement. Qui initie la réflexion, qui l'oriente et qui l'améliore. Oui. Merci. Chambéry, je ne sais pas si... on a vu tout à l'heure un panel d'acteurs assez fourni. Quelque part, comment les premiers éléments que vous avez sur la transversalité pour les faire discuter, travailler ensemble? Vous avez peut-être quelques éléments? Oui, je le disais, on a un certain nombre de copiles assez transversaux. Par thématique. Là, on essayait de quasi fusionner le copil Citergie, référentiel économie circulaire et PCAET, où c'est les mêmes élus finalement, donc d'essayer de les réunir une fois et puis de traiter les différents sujets, d'avoir en même temps les élus concernés et les techniciens concernés. Un de nos gros projets du moment sur l'économie circulaire, c'est un projet de centre commercial d'économie circulaire. Ce projet, il est copiloté par 7 vice-présidents. Ça fait beaucoup. Non, mais dans le copil, on inclut le vice-président au bâtiment, à l'urbanisme, aux finances, pour sortir vraiment de ce pilotage uniquement gestion des déchets et économie. Voilà ce qu'on essaye d'impulser pour essayer d'embarquer le plus largement possible. Alors, je me tourne un petit peu en synthèse de cette séquence vers Caroline Valuy. Bon, vous avez accompagné beaucoup de territoires et au fond, de ce que vous entendez, est-ce que c'est des éléments que vous voyez sur d'autres territoires? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez compléter? Oui, alors effectivement, j'ai eu le plaisir d'accompagner quelques-uns des territoires ici présents, dont Grand Chambéry, et puis je continue à le faire dans d'autres régions actuellement. Donc, je prends un peu de recul et de vision globale par rapport à tout ça. Donc effectivement, c'est des choses que j'ai vues, qu'on voit dans différents endroits.
il y a, alors sur la question peut-être de la mobilisation des élus, parce que là, en fait, on est entre convaincus, on a autour de la table finalement des élus déjà mobilisés, et pour moi, la question, elle serait plutôt comment vous faites pour embarquer vos collègues, et d'abord un petit collectif, et à terme, un conseil complet ou des conseils complets quand on est en inter-EPCI, donc encore plus complexe. Moi, j'ai relevé 3 grands éléments. Il y a l'enjeu de construire du sens commun, avoir une approche un peu prospective, quel nouveau récit on se donne, quelle vision on veut se donner ensemble. Et donc pour ça, il faut prendre le temps, ça a été dit, hein, c'est une démarche longue aussi, donc avoir des temps d'échange sur lesquels on va partager sur les enjeux, quand même, sur dire les enjeux de ressources, etc. Faire le lien aussi avec climat-énergie, parce que tout ça, c'est dans la grande famille de la transition écologique, et se donner des perspectives. Ça veut dire quoi? Ça résonne sur quoi dans notre territoire? À partir de là, essayer de se mettre progressivement d'accord, et ça prend du temps, évidemment, sur une vision, ou en tout cas sur des axes stratégiques communs, parce que pareil, un conseil, c'est pas quelque chose d'uniforme, de monolithique. Et puis, et l'exemple de Soulussière en est un très bon, que j'avais en tête, justement, c'est d'avoir un point d'orgue ou des éléments de visibilité très locaux sur le territoire qui vont donner à voir concrètement l'économie circulaire déjà en action. Parce qu'en plus, pour les élus, comme pour les entreprises, comme pour les citoyens, ça va être des moments phares sur lesquels on va pouvoir se réunir. Donc, c'est mobilisateur. Ce que je tire de ça aussi, et ça a été dit, c'est, je dirais, aller sur des éléments positifs, parce qu'on est globalement sur de la conduite du changement. Il y a des freins, il y a des résistances, tout le monde ne va pas dans le même sens et tout le monde n'a pas les mêmes intérêts. Et donc, essayer d'aller, de voir plutôt les volontés que les difficultés. Donc, dans des groupes de travail ou dans ce qui a été montré, par exemple, par Madame Bénévis sur la roue de l'économie circulaire avec des exemples, c'est aller chercher et mettre en valeur les acteurs économiques du territoire qui sont déjà là avec l'envie ou en train de faire. Parce que c'est ça qui est mobilisateur, plutôt, même s'il faut partager les enjeux c'est la cata sur les enjeux des ressources, etc. Ok, une fois qu'on a dit ça, comment on enclenche le premier pas et comment on agit entre personnes les plus mobilisées pour ensuite faire tâche d'huile. Et ça, c'est valable aussi bien, je pense, avec des élus qu'avec des agents en interne au niveau de la collectivité. Et puis peut-être aussi sur la question de la vision, quand on parle d'économie circulaire, alors il y a le point d'ancrage important d'avoir un copilotage, on va dire déchets, développement éco ou transition écologique, développement éco. Donc c'est le cas dans vos 3 cas, donc c'est extrêmement fort. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a un enjeu très fort à sortir l'économie circulaire, malheureusement encore souvent, de la vision purement déchets. Parce que aussi c'est la compétence historique de la collectivité. Donc voilà, moi je suis très inspirée par la phrase de Flore Berlingen, l'ancienne directrice du Zero Waste France, qui dit arrêtons de faire de nos ressources des déchets, parce qu'on a trop joué sur les déchets sont des ressources. Donc oui, c'est la première étape, mais maintenant il faut passer au cran supérieur, je pense, et donc se dire le coût de l'inaction aujourd'hui, les déchets, de toute façon, même en les gérant bien, ils nous coûtent extrêmement cher. Donc on a tout intérêt à aller chercher les autres piliers de l'économie circulaire. Et pour finir sur le référentiel, finalement, à quoi il sert le référentiel? À plein de choses, mais il sert notamment à ça, à se dire, je change un peu le cap et je dis qu'est-ce que je peux regarder sur les autres piliers et où est-ce qu'en tant que collectivité, je peux et je veux, dans une certaine temporalité, agir, parce qu'on ne peut pas aller sur tous les domaines en même temps. On ne peut pas se sentir légitime partout. Et puis, il faut aussi, parfois, le référentiel, il faut dire ce qu'il y a, et les termes autour de l'économie circulaire peuvent faire un peu peur. Les 7 piliers, ça peut paraître parfois un peu technocrate ou barbare, voire barbant. Donc, rendre ça concret par des exemples d'entreprises qui agissent dans votre territoire et qui vont le dire avec leurs mots, ça désacralise complètement les choses et ça permet de mettre en mouvement au moins un premier cercle de personnes. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Non, je ne suis pas menaçant quand même, à ce point-là. Non, par contre, du coup, vous avez ouvert la porte, effectivement, à... j'entends le récit positif, le positif pour aussi embarquer plus de monde au-delà des élus ou agents mobilisés volontaires. Il faut embarquer beaucoup plus de monde. Et je le dis en introduction, en fait, une démarche, une politique publique, quelle qu'elle soit, il faut qu'elle mobilise des élus d'abord aussi, parce que c'est eux qui vont porter les messages, c'est eux qui vont porter les évolutions aussi dans les collectivités. Et somme toute, c'est la 3e séquence un peu de notre table ronde, c'est comment on mobilise des élus. Donc je vais recommencer un petit tour de table des différents intervenants. On va commencer par Valence. Donc, alors, vous avez réussi à embarquer les communes de votre territoire, mais comment vous avez procédé? Vous êtes plutôt parti avec les agents ou les élus? Alors, on est parti avec les élus, là.
On a demandé à chaque commune de nommer un référent économie circulaire. Donc chaque commune en a nommé un, et on en a 34 qui participent à un petit groupe très dynamique. On se retrouve 3 fois par an pour une réunion d'intelligence collective. Souvent c'est autour d'un repas, accompagné d'une visite d'entreprise ou d'un site. On est allé visiter par exemple le pays Voironnais pour ce qui est du recyclage des déchets végétaux. On est allé voir plusieurs expériences comme ça de ce type. Ce groupe est très dynamique. Ça nous permet d'établir ce qu'on appelle des fiches inspirantes, c'est-à-dire l'expérience d'une commune qui serait réplicable pour les autres communes pourvu qu'elles en aient l'information. Je me permets juste de vous poser une question en plus. Alors, je dis comme ça, mais il y a 34 élus potentiellement autour de la table, c'est beaucoup. Et est-ce qu'on a un phénomène de leadership? Est-ce qu'au fond, il y a quelqu'un qui tire un peu le système, ou est-ce qu'in fine, tout le monde tire un peu le système pour proposer des expériences, pour des visites ou autres? Alors, lors de la réunion du groupe, on n'est pas toujours 34, mais on va être une vingtaine, par exemple. Il y a des gens qui sont certainement plus dynamiques que d'autres, plus moteurs. Et il y a des gens qui viennent plus pour s'informer et essayer de monter des choses dans leur commune. Et il y a Nolwenn et moi qui essayons d'animer ce groupe pour qu'il soit le plus dynamique possible et qu'on ait le maximum d'expérience à répliquer. J'ai une dernière question très rapide pour la réponse, s'il vous plaît. Est-ce que l'argument économique, financier, c'est un argument pour mobiliser des élus sur l'économie circulaire? Alors, je vais faire un aparté sur cette question parce qu'aujourd'hui, on voit dans d'autres domaines, l'énergie, que ça peut être un élément mobilisateur très fort des élus parce qu'il y a une question économique. Oui. Bon, c'est vrai que c'est plus facile d'éteindre des lampadaires quand le kilowattheure il est à 700 que quand il est à 70. Oui, l'argument économique pour l'économie circulaire, il est intéressant, mais je pense que dans la plupart des cas, il est assez difficile à chiffrer. Mais je crois qu'il y a vraiment un engagement collectif pour la collectivité dans cette démarche. Merci. Du coup, je passe la parole à Grand-Chambéry, Madame Benvise. Donc du coup, alors vous, votre cheval de bataille, c'est mobiliser vos collègues élus. Donc, alors vous avez un petit peu présenté tout à l'heure, mais vous avez peut-être détaillé dans quelle instance vous pouvez faire ça. Et comment vous traitez aussi la question des élus qui sont présents dans le syndicat Savoie Déchets, qui est un acteur très important, si vous avez fait des formations ou autres. Enfin, je vous laisse la parole. Merci. Donc là, il y a 2 collectivités différentes. Donc oui, il y a Grand-Chambéry, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, qui a la compétence collecte, et la compétence traitement, elle est déléguée au syndicat Savoie Déchets, donc qui couvre tout le territoire de la Savoie. Donc la mobilisation des élus sur la question référentielle économie circulaire au niveau de Grand-Chambéry, la porte d'entrée, c'est vraiment la commission déchets qui est très dynamique, vivante, où on fait de la co-construction sur les différentes thématiques déchets, pas que économie circulaire, mais c'est au sein de cette commission déchets qu'on vient parler en premier économie circulaire, qu'on fait des visites, qu'on va voir des acteurs locaux, qu'on va au temps fort proposé par Solucir, on essaye de mobiliser les élus de cette commission et après de pouvoir intervenir également en conseil communautaire, en conférence des maires. Mais c'est la première porte d'entrée, puisqu'en commission de déchets siègent de toute façon des élus de toutes les communes. À Savoie Déchets, c'est un peu différent, puisque c'est le syndicat de traitement donc, qui gère une usine d'incinération, un centre de tri, qui pendant longtemps a été un peu vu comme le bout de la chaîne, uniquement traitement. Donc moi, je préside ce syndicat depuis presque 2 ans, et mon objectif, c'était aussi, donc avec les vice-présidents, de remettre l'économie circulaire au cœur du sujet et de pouvoir sortir un peu uniquement faire tourner notre usine. Et pour cela, c'était des actions de sensibilisation à mener, et notamment on a réalisé une fresque de l'économie circulaire avec donc tous les élus du syndicat, fresque animée par Solucir, mais ça nous a permis vraiment de partager un constat un peu commun, et cette fresque, elle avait été un peu retravaillée par Solucir pour que dans la 2e étape sur le comment on y va concrètement, qu'est-ce qu'il existe, ce soit avec des fiches de nos acteurs locaux. Donc là, c'était très concret pour les élus de pouvoir voir que sur le territoire, toujours pareil, dans chaque pilier, on a vraiment des acteurs déjà engagés qui illustrent très bien cette fresque de l'économie circulaire. Vous êtes rentré plutôt par les acteurs, et est-ce que l'économique, je repose la question, c'est un
C'en est un, évidemment. Après, c'est pas le premier. Genre, je crois que maintenant, on avait besoin un peu de ce premier passage de partager les constats à l'échelle nationale, mondiale, des chiffres, des ressources. Et une fois que c'est fait, je crois que tout le monde est un peu embarqué et de voir qu'il y a des acteurs locaux, que ça marche, qu'on a concrètement des créations d'entreprises qui sont dans ces démarches économie circulaire, que en se mettant en réseau, on voit que les déchets de certains sont devenus les ressources des autres, et concrètement sur le territoire, on les connaît, ces acteurs-là, et on a vu le résultat. Ça, c'est vraiment ce qui a aidé à convaincre aussi. Merci. Et donc, je vais passer la parole au pôle métropolitain genevois. Du coup, voilà. Alors, une première question, c'est au fond, est-ce que les actions qui ont pu être initiées en Savoie ont pu infuser jusqu'au bout de la Haute-Savoie, tout en haut? Et toujours la même question, c'est que vous avez une particularité territoriale qui est le fait que vous n'êtes pas l'autorité compétente et vous devez embarquer les autorités compétentes. Donc, comment vous y êtes-vous pris? Et puis, voilà, comment les avez-vous motivés, en fait? Alors, embarquer les autorités compétentes, ça c'est beaucoup passé par de la mise en réseau, à la fois politique, comme on l'a vu à travers la gouvernance, et puis avec les techniciens qui étaient aussi autour de la table de cette gouvernance, qui a fait que on les a embarqués de cette manière-là. Cette mise en réseau a permis à chacun, en discutant justement de voir quelles actions étaient menées de part et d'autre du territoire du pôle métropolitain au sens large, pour voir comment chacun fonctionnait et s'inspirer grâce à une instance commune qui nous réunit tous. Et surtout, ça me permet de venir sur le fait que, en termes d'action, alors déjà, si on n'a pas la compétence déchets, et on l'a dit tout à l'heure, il y a plusieurs piliers à l'économie circulaire sur lesquels on vient s'appuyer pour développer aussi le nombre d'actions et venir en amont du déchet et de sa création pour apporter aux collectivités des réponses sur ce sujet-là. Et la multiplicité des EPCI fait qu'on est capable d'aller expérimenter des actions sur certains territoires, si elles donnent satisfaction, de les modéliser pour être capable de les répliquer, et puis à partir de là, d'essaimer sur les différents territoires qui seraient volontaires. C'est la stratégie qu'a retenue le pôle métropolitain pour aller faire essaimer ces actions. Et pour revenir un peu sur ce qui a été dit aussi, mais sur comment on motive, la gestion des déchets aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, elle coûte de plus en plus cher. Le fait de trier, de valoriser les déchets, dire que ça coûtera moins cher, c'est une hérésie. On voit que c'est complètement faux. C'était beaucoup moins cher de jeter des déchets tous ensemble dans un grand bac plutôt que d'aller les trier. Et quand aujourd'hui, on doit en arriver à des hausses d'impôts pour financer les services déchets, avec toute la popularité que peuvent avoir ce genre de mesures, on en vient forcément à intéresser assez facilement en fait, nos collègues élus à la question de l'économie circulaire, parce qu'on leur explique que s'ils ne veulent pas avoir à augmenter les impôts pour gérer les services déchets, ils doivent faire en sorte de mettre des actions en amont pour éviter les déchets. Et donc on a finalement une conjoncture avec ces coûts des déchets qui augmentent, qui nous facilite la vie, parce que quand des élus sont obligés d'en venir à des mesures aussi impopulaires que l'augmentation des impôts pour remplir leurs compétences, ils cherchent comment éviter ces hausses de coûts, et c'est facilitateur. Est-ce que vous avez un ou deux exemples très rapides, sur lesquels ça a mobilisé vos élus, ça les a vraiment interrogés? En termes d'action, oui, on a le mécanisme entrée dans la boucle, par exemple, où on va directement dans les zones d'activité économique auprès des acteurs économiques, leur expliquer comment ils peuvent mettre en œuvre des actions d'économie circulaire, et comment, en plus, on a un territoire assez industriel, comment, grâce à des stratégies d'écologie industrielle, on peut intégrer l'économie circulaire dans une économie productive qui n'a pas cet instinct-là et qui n'a pas ce réflexe-là par nature, mais qui lui aussi, au vu des coûts des déchets, s'interroge sur comment valoriser les déchets qu'il produit d'une part, mais surtout éviter d'en produire plus. Merci. Donc on entend dans vos interventions quand même la vertu de l'exemple, c'est tout simple, mais c'est fondamental de régulièrement expliquer qu'il y a des choses qui existent, qui se sont faites et qui ont fonctionné. Alors justement, je redemande à notre grand témoin, Madame Caroline Valuy, du coup, est-ce que c'est des pratiques que vous voyez effectivement sur d'autres territoires? Est-ce que vous en voyez d'autres qu'on peut citer? Je crois que pas mal de choses ont été dites, j'ai peur de répéter. Non, ces exemples-là, j'avais plutôt envie de rebondir, si c'est possible, sur parce qu'on a évoqué un peu
un peu cet éparpillement, j'ai envie de dire, de la compétence déchets, en fait, qui peut parfois, alors c'est pas forcément le cas de ce que vous avez exprimé vous, mais moi je le vois sur d'autres territoires, ça peut parfois être un frein. Et donc, dans les bonnes pratiques que je vois, en fait, c'est tout bête, mais c'est vraiment réussir à travailler main dans la main dans ce cas-là entre le PCI et le ou les syndicats, parce que parfois il y a aussi le syndicat de collègues, syndicat de traitement. Il y a un peu la question il y a un gros mot en droit qui est le principe de subsidiarité. C'est quelle est la bonne échelle, on va dire, d'administration qui est la mieux placée pour agir sur tel ou tel sujet. Alors, une fois qu'on l'a dit, on a dit des grands mots, mais on n'a rien fait. Et là, on en revient beaucoup plutôt sur la question de la transversalité entre techniciens, mais qui doit être soutenu par les élus, sinon ça ne marche pas, qui est de dire à quel moment on se met autour de la table, et concrètement, en gros, on se partage, j'ai envie de dire, on se partage le gâteau. C'est moche, mais de dire qui fait quoi, qui communique sur quoi, qui est animateur, contributeur, etc. Parce que quand on en est à mettre en œuvre le plan d'action, ça peut coincer. En tout cas, c'est des choses que j'ai observées. Et donc, derrière, c'est la question de la bonne échelle territoriale. Un autre exemple sur la question de la compétence développement économique, à contrario, sur les territoires qu'on a là, au niveau de Grand Chambéry, Grand Lac, Annecy et Rumilly, Terre de Savoie, il y a la compétence d'Aveco qui est, on va dire, mutualisée au niveau de l'instance qui s'appelle CGLE. Et là, ça a été un acteur à embarquer. J'ai envie de dire, peut-être que Madame Bénivis pourra témoigner là-dessus sur comment ça s'est passé justement au niveau technicien élu, parce que c'est comme une courroie de transmission essentielle. Et il y a cette question de la coordination encore une fois, qui fait quoi sur le champ de compétences. Désolée, je n'ai pas répondu à la question, mais je ne voulais pas amener une redondance. L'animateur, il dit que peut-être que c'est une question que la salle va poser, en fait. Alors, est-ce que vous avez... on a 5, peut-être 10 minutes pour poser quelques questions à nos intervenants, un petit peu pour préciser leurs propos, aller un peu plus loin. Je ne sais pas. Alors, je ne sais pas s'il y a un micro qui se promène ou si vous devez porter de la voix simplement. Rebonjour. Moi, j'avais une question. Alors, je connaissais le territoire, mais quelles compétences le technicien doit avoir pour piloter le projet? Est-ce que c'est un technicien pour remplir une matrice et pour faire vivre le projet aussi? Parce que là, on a beaucoup d'exemples de démarrage de projet, et je pose peut-être la question notamment à Nolwenn. Alors, pour ma part, je suis une développeuse économique qui travaillait sur la certification ISO 14001. Je travaillais avec l'ensemble des services déjà de manière transversale. Donc, j'étais déjà intégrée. Et avec le développement de l'économie circulaire, je suis passée au service environnement, transition énergétique. Donc, évidemment, j'ai des liens privilégiés aussi bien avec le service éco qu'avec le service environnement et le service déchets qui faisait partie de la certification ISO 14001. Donc, en fait, pour moi, c'est quelqu'un qui connaît le management transversal et qui est capable de mobiliser, d'être à l'écoute des services, de les mobiliser et de définir des programmes d'action avec eux. Voilà. Moi, j'en posais une, mais bon, c'est pas à moi de la poser normalement. Moi, non, je reviens sur dans les démarches transversales, souvent... Je l'ai posé tout à l'heure pour Valence, vous avez répondu, mais élu ou technicien, il y a une question de leadership. Il faut que quelqu'un porte le manche et puis essaye de trouver des relais. C'est un peu ce qu'on s'est dit pendant cette table ronde. Et somme toute, est-ce que c'est toujours les techniciens ou élus qui travaillent sur ces domaines d'économie circulaire ou des déchets qui vont forcément penser ces démarches-là, ou est-ce que ça peut venir autrement en fait? Et du coup, est-ce que c'est d'autres techniciens ou élus qui vont engager la démarche et essayer d'infuser vers d'autres services et d'autres collègues? J'ai l'impression qu'on rentre toujours par le prisme, effectivement, c'est plutôt dit déchets où on avait dit économie circulaire, parce qu'il y avait une volonté politique de faire économie circulaire. Peut-être question compliquée pour répondre, en fait. Je sais que lorsque les choses sont présentées en conseil communautaire ou en bureau des maires, en tout cas, le thème de l'économie circulaire est un thème qui est particulièrement bien accueilli. Et on sent qu'on a la possibilité d'embarquer tout le monde dans cette démarche. Après, il y a le travail à faire avec les techniciens, les relais avec les communes, on s'y emploie. Bon, c'est une démarche qui est assez longue. Très rapidement, mais sur la question du leadership, je pense que pour mener un projet à bien, il faut forcément que quelqu'un prenne le leadership. Par contre, je pense qu'il faut aussi nécessairement un double leadership et bien distinguer le rôle de l'élu et du politique du rôle du technicien. C'est-à-dire que le technicien ne pourra jamais jouer le rôle de l'élu pour aller porter auprès du grand public et auprès de ses collègues élus les choses. Et il ne faut pas que le politique veuille jouer le rôle du technicien qui opérationnalise et met en œuvre ce qu'est la politique globale. Et je crois qu'il est important
quand on déploie des projets, de toujours avoir ce double leadership et un vrai dialogue entre l'élu et le technicien. Après, qui du technicien ou de l'élu aura amené le sujet en premier, j'ai presque envie de dire que ça importe peu. Le tout, c'est que soit un politique sensibilisé et un technicien qu'il arrive à sensibiliser ou alors qu'il le recrute, soit qu'un technicien sensible arrive à sensibiliser son élu pour amener le sujet dans la collectivité. Mais le double leadership me paraît indispensable pour que la politique publique soit conduite et acceptée du grand public. Oui, peut-être dans ce que je comprenais de la question, c'était aussi est-ce que c'est forcément un leadership gestion des déchets ou économie, ou est-ce que ça peut être autre? Moi, je pense que ça dépend vraiment aussi de la personnalité, des appétences de l'élu concerné, et ça peut être tout à fait autre s'il y a la motivation. Et c'est pareil au niveau de techniciens. Il y a des techniciens dans certaines directions qui sont très motivés, très partants, et qui peuvent sur certains sujets aussi prendre le leadership. Et moi, je rajouterais que c'est aussi important de s'appuyer sur les acteurs locaux. Donc nous, on a cette chance d'avoir Solucir, mais qui vraiment aussi peut embarquer, peut sensibiliser et on fait beaucoup de choses sur l'économie circulaire, mais d'avoir ce relais pour nous aussi aider à sensibiliser nos élus, c'est important. Merci. Juste pour compléter, il y a cette question du leadership qui est très importante, qui relève de questions à la fois personnelles, c'est-à-dire motivation personnelle et capacité à entraîner. Néanmoins, il ne faut pas confondre leadership et faire tout seul. C'est-à-dire qu'une vraie personne, élu ou technicien qui sera leader, c'est qu'il est capable d'entraîner et de faire travailler plein de gens avec lui. Le leadership, c'est une chose, il y a aussi la légitimité. Et on ne peut pas oublier qu'on est dans des structures qui ont des règles de fonctionnement, etc. Et qu'il faut quand même que des personnes placées qui sont en position de décision à un moment donné puissent être mobilisées. Donc il y a ces deux volets-là. Quand ça tombe sur la même personne ou le même cercle de personnes, a priori, c'est bingo. Merci. Une dernière question ? J'avais une question sur le fait qu'on voit que vous arrivez à mobiliser de manière très transversale à la fois au niveau des services et des élus. Mais en fait, est-ce qu'au départ, vous avez eu des difficultés à mobiliser de manière transversale? Et du coup, comment vous avez levé ces difficultés autant sur... est-ce qu'il y avait des réfractaires et du coup, comment vous avez réussi à lever ça? Moi, je peux dire un petit mot. Oui, c'est difficile. C'est difficile de mobiliser. On y arrive parfois, on n'y arrive pas toujours. Un des grands freins, c'est le temps de disponibilité de l'élu. Je m'inclus dedans. Voilà, c'est compliqué. Moi, une des solutions, c'est de faire ces temps de sensibilisation sur les temps institutionnels. Par exemple, au niveau de Savoie Déchets, la fresque de l'économie circulaire, je l'ai mise sur un temps de comité syndical, où on a eu... donc le comité syndical, tous les mois, il est réservé dans l'agenda des élus. Et donc, on n'a fait qu'une petite heure de comité syndical et après 2 heures de fresque. Genre, voilà, de dire on les mobilise une fois et on essaye de profiter de ces temps où on est obligé de venir, genre on est là. Voilà, pour pas rajouter trop de temps en plus. Voilà, c'était une des pistes. Et puis la deuxième, c'est que moi j'ai commencé mon mandat par l'absence de possibilité de faire une réunion physique. Donc on était obligé d'utiliser Zoom, notamment genre la visio. L'avantage, c'est que maintenant, on sait gérer une réunion participative via la visio, de mettre les élus en sous-salle pour être sûr qu'ils travaillent en petits groupes et que ce ne soit pas juste du descendant. Et on maîtrise bien cet outil et cette façon de faire, ce qui fait qu'aujourd'hui, ou même si on a encore des réunions en physique, pour mobiliser des élus qui viennent de l'autre bout du territoire et qui ne vont pas venir pour 1 heure de réunion, on met en place un système à la fois en présentiel, à la fois en visio, et on peut faire quand même du participatif, de l'intelligence collective via ces outils numériques. Et ça aide aussi à mobiliser quand le temps est restreint, notamment à cause des déplacements. Oui, donc quand on est une grosse machine, une grosse collectivité, on ne peut pas embarquer tout le monde dès le départ. L'idée, c'est d'y aller progressivement, de partir avec ceux qui sont peut-être les plus moteurs, qui vont permettre d'expérimenter et de prouver que c'est possible, pour après aller chercher des services qui sont peut-être un peu plus compliqués à mobiliser.
Et après, c'est moins peut-être concret, mais je crois qu'un des moteurs importants, c'est de ne pas aller voir les autres en étant persuadé qu'on a raison, surtout non plus, parce que c'est là aussi qu'on crée des vraies confrontations. Et des fois, alors là, on est entre nous, a priori, entre beaucoup de gens sensibilisés, donc on a tendance à se conforter dans ce qu'on pense. Pour autant, il y a des gens qui pensent différemment, qui n'ont peut-être pas que tort non plus, parce qu'on n'a pas raison sur tout, sinon ça se saurait. Et je crois que pour emmener une dynamique collective, il ne faut pas partir du principe que notre fonctionnement est juste, le vôtre est daté ou faux. On crée forcément des oppositions et je crois que c'est important dans la démarche pour engager la transversalité d'être capable nous-mêmes de remettre en question nos perceptions et nos façons de les voir pour être capable d'ouvrir à l'autre. Et je crois que faire un demi-pas chacun l'un vers l'autre vaut toujours mieux que de rester chacun dans son coin parce qu'on n'a pas réussi à se rapprocher. Voilà, sur les conditions pour créer la transversalité, celle-ci me paraît importante. Merci pour le mot de la fin, c'était très belle synthèse. Donc, je vous remercie du partage de vos expériences. Et puis, du coup, je vous laisse la parole pour la suite. Merci beaucoup.